Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau webinaire de l'association Expertise Climat. Quelques mots au sujet de notre association si vous ne nous connaissez pas. Nous sommes une association loi 1901 à but non lucratif qui appuie les chercheurs et les journalistes sur les enjeux de transition écologique et les aide notamment à créer des connexions, à travailler ensemble, à explorer les sujets de la transition ensemble pour que ensemble ils puissent éclairer le débat public sur ces enjeux. Alors aujourd'hui, nous allons parler de l'artificialisation des sols et du zéro artificialisation nette, le ZAN, cet objectif qui avait été adopté dans la loi Climat et Résilience de 2021. Et on en parle parce que le 12 mars sera discutée au Sénat une proposition de loi de la droite et du centre, dite TRACE, qui vise à assouplir, on pourrait même peut-être dire affaiblir, nous allons en discuter, cet objectif du zéro artificialisation nette. L'argument qui est invoqué par les parlementaires, c'est que cet objectif s'avère, je cite, difficile, compliqué à mettre en œuvre. Et qu'en est-il vraiment? Est-ce que le ZAN est vraiment difficile à mettre en œuvre dans les territoires? Et est-ce que cette proposition de loi trace compromet finalement l'atteinte du zéro artificialisation nette en 2050 ou de l'objectif intermédiaire qui est fixé dans la loi Climat et Résilience de 2021 à 2031, hein, notre division par deux de l'artificialisation? Il faut rappeler que l'objectif de la loi Climat et Résilience, c'était de protéger une ressource qui est souvent invisible et ignorée, mais qui pourtant est essentielle pour notre santé, notre alimentation, notre économie, notre sécurité aussi face aux inondations. Évidemment, je parle des sols. Alors, c'est intéressant vraiment de se pencher sur ce que cette loi pourrait représenter comme opportunité ou menace pour cet objectif. Et finalement, est-ce qu'il y a des collectivités qui s'en sortent, donc qui arrivent à mettre en place cet objectif? Comment font-elles aujourd'hui? C'est de tout ça dont on va parler avec trois chercheurs. Nous avons le plaisir d'accueillir Brian Padilla, qui est écologue au Muséum national d'histoire naturelle et qui est spécialiste de ces questions d'artificialisation des sols et de l'impact de l'artificialisation sur la biodiversité. Nous accueillons également Pierre Chassé, qui est politiste et chercheur à l'université d'Aix-Marseille. Il travaille sur les politiques publiques de protection de la biodiversité. Et enfin, nous accueillons Maëlys Desrousseaux, qui est juriste, professeure à l'école d'urbanisme de Paris, enfin, maîtresse de conférence à l'école d'urbanisme de Paris, et qui travaille donc sur le droit de l'environnement et le droit de l'urbanisme et la protection juridique des sols. Donc je vais passer sans plus attendre la parole à Brian Padilla, qui peut partager son écran. Je suis Brian Padilla, écologue au Muséum national d'histoire naturelle et je suis aussi membre d'une autorité environnementale. Donc avec cette seconde mission, je rends des avis sur les études d'impact des projets d'aménagement, sur l'évaluation environnementale des documents d'urbanisme et ça complète un peu mon regard d'écologue sur ces sujets. Au muséum, je coordonne des travaux de recherche et d'expertise qui s'intéressent donc aux conséquences de l'artificialisation sur la biodiversité. Ces travaux, ils s'inscrivent dans un contexte d'effondrement du vivant dont les principales causes font l'objet d'un consensus scientifique fort, hein, quand même, qu'il s'agisse du changement d'usage des sols, la surexploitation des ressources, du changement climatique, des effets de la pollution des milieux ou des menaces qui sont causées par certaines espèces exotiques envahissantes. Moi, je m'intéresse à l'ensemble à comment est-ce que l'intensification des usages de l'espace par les humains affecte progressivement le fonctionnement des écosystèmes. C'est comme ça que je définis l'artificialisation, comme un gradient qui est lié à l'intensité des usages. Je vais vous donner un petit exemple. Ces trois photos, elles illustrent trois activités qui participent à l'artificialisation, mais à des degrés différents. Bon, je pense que je n'ai pas besoin de vous expliquer pourquoi pour la photo de gauche, mais pour celle du milieu, bon, on voit un espace agricole, a priori en monoculture. On peut supposer qu'il y a un usage d'intrants et de pesticides. Tout ça affecte des fonctions écologiques et participe à l'artificialisation. Et pour la photo droite, bah, vous voyez un espace vert urbain, mais visiblement tondu très régulièrement avec des plantes qui ne montent pas en fleurs, donc avec des ressources qui sont faibles pour beaucoup d'espèces animales. Bref, vous avez des fonctions écologiques qui sont aussi affectées par les choix de gestion. Alors, c'est évidemment pas comparable avec un espace qui serait imperméabilisé, mais ça ne l'est pas non plus avec un espace naturel favorable à la biodiversité.
Alors évidemment, on n'a pas attendu de parler de zéro artificialisation nette pour essayer de remédier à tout ça, hein. Ça fait bientôt 50 ans que la France construit par étapes un droit de l'environnement qui vise à ce que les activités humaines soient soutenables. On a introduit des études d'impact, des mesures pour éviter, réduire et compenser les atteintes à la biodiversité, avec des améliorations, mais toujours en décalage avec la gravité de la crise et surtout avec peu d'écho dans le débat public. Et puis arrive donc cet objectif ZAN dans le plan biodiversité de Nicolas Hulot en 2018, puis dans la loi climat et résilience. Et ça fait l'effet d'un électrochoc, d'abord chez les élus des collectivités, puis dans les médias, parce qu'on ne parle plus seulement un langage technique et un jargon scientifique, mais on questionne un modèle d'aménagement, celui qui conduit à la destruction de dizaines de milliers d'hectares par an. Alors, cette fameuse loi, elle énonce plutôt clairement les règles du jeu, hein. Elle fixe un objectif intermédiaire à 2031, un objectif qui vise la réduction de moitié de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers par rapport à la décennie précédente. Alors, cette consommation d'ENAF pour l'acronyme, hein, espaces naturels, agricoles et forestiers, ce ne sont pas des données qui sont idéales, ça ne reflète pas les nuances que je vous ai montrées il y a un instant, mais cet objectif intermédiaire, il implique quand même de commencer tout de suite à se mettre sur une trajectoire de sobriété foncière. Puis en parallèle, ça nous permet de finir de développer des données spatialement plus précises, homogènes, plus ouvertes à la nuance pour compter l'artificialisation plus intelligemment à partir de 2031 jusqu'aux ZAN en 2050. Donc là, je parle des données d'occupation des sols à grande échelle qui sont développées par l'IGN. On pourra éventuellement revenir dessus si vous avez des questions à ce sujet. La grande avancée de cette loi, c'est aussi qu'elle propose une définition de l'artificialisation qui tient compte des fonctions écologiques, donc qui opère un vrai rapprochement entre droit de l'urbanisme et sciences du sol. Et comme elle impose aussi que l'objectif soit territorialisé en jouant sur l'articulation entre les schémas régionaux de développement durable, les schémas de cohérence territoriale et les plans locaux d'urbanisme, bah, elle a tout de suite fait l'objet de discussions assez nourries chez les élus des collectivités qui s'inquiètent parfois de comment organiser ce changement de modèle, à tel point que très rapidement, en 2023, il y a une nouvelle loi qui est votée pour faciliter le ZAN, autrement dit, l'assouplir, en prenant des premières dispositions que je ne vais pas détailler ici. On pourra aussi y revenir plus tard, et mon collègue Pierre approfondira l'une d'entre elles notamment. Et puis, surprise, en tout cas, surprise pour moi, à peine 18 mois plus tard, on voit apparaître cette nouvelle proposition de loi, donc la loi Trace, qui cette fois-ci fait plus qu'affaiblir Lausanne, puisqu'elle propose d'effacer les apports les plus intéressants de la loi climat et résilience. À savoir, elle supprime la définition de l'artificialisation, donc on parlerait plus d'altération des fonctions écologiques des sols. Elle supprime l'objectif intermédiaire de 2031, alors qu'il y a déjà plein de collectivités qui travaillent à les intégrer dans leurs documents d'urbanisme. Et elle prévoit, par exemple, que les grands projets d'aménagement ne soient plus du tout comptés dans l'artificialisation, donc que l'État se soustrait à l'effort de sobriété. Et quand on a l'occasion d'échanger avec certains élus qui s'opposent aux ZAN, ben, on comprend que il lui reproche d'être un choix supposément arbitraire, qui demande de s'adapter trop vite. Mais je vous le disais, ça fait 50 ans qu'on poursuit cet objectif et qu'on doit s'engager sur une trajectoire de sobriété. Et que la première étape pour ça, bah, c'est de s'interroger sur les besoins qui guident l'aménagement. On va prendre un exemple. Vous voyez ici une commune du département du Nord avec ces fameuses données d'occupation du sol qui mettent en évidence les espaces les plus artificialisés du territoire. Cette commune, elle fait 600 hectares et elle a consommé 33 hectares entre 2011 et 2023 pour développer des activités économiques, mais aussi pour construire beaucoup de logements, plus 357 entre 2010 et 2021, alors que dans le même temps, elle a gagné 28 habitants. Concrètement, sur le terrain, ça correspond à la multiplication d'opérations comme celle-ci qui grignotent petit à petit des espaces de nature. Même si on ne parle pas ici de joyaux de biodiversité, ça reste des espaces qui étaient utilisés par tout un cortège d'espèces qui perdent du terrain, pris entre l'urbanisation d'un côté, des pratiques agricoles intensives de l'autre, l'augmentation des mobilités qui amènent des projets routiers plus bruyants avec plus de pollution. Vous voyez qu'on retrouve ici nos causes d'effondrement de la biodiversité. Alors bien sûr, ce n'est qu'un exemple que j'ai pioché parce que j'ai vu passer le document d'urbanisme en question, mais si on regarde les dynamiques d'aménagement à l'échelle nationale, ben, on constate qu'une grande part de ces espaces, 66% de la consommation totale, est destinée à la construction de logements, que 60% d'entre eux sont construits dans des zones qui sont dites détendues, donc en dehors des zones d'agglomération où l'offre de logement est supposément déjà satisfaisante au regard des besoins, et surtout que 25% de cette consommation se fait dans des communes qui
perd des habitants. Donc vous voyez bien que ce sont ces premiers leviers qu'il faut actionner pour se mettre sur une trajectoire de sobriété, c'est-à-dire être capable de réinterroger des besoins d'aménagement. Et ça ne concerne pas que le logement, c'est cette même dynamique qui amène à construire des zones commerciales dans le périurbain, des nouvelles routes pour accélérer les mobilités vers les lieux de travail et qui finalement nous éloignent d'une manière soutenable d'occuper l'espace. Au final, le message qui me paraît important, c'est que pour stopper l'effondrement de la biodiversité, il faut qu'on apprenne à lui faire de la place. Et ça veut dire à la fois préserver des espaces naturels, ceux qui sont dans le meilleur état, avec des politiques de protection fortes, mais aussi partager l'espace, changer nos modes d'occupation pour favoriser la biodiversité partout où c'est possible, dans les espaces agricoles, dans les espaces urbains. Ça passe par la planification de l'aménagement. On doit être capable de prendre des dispositions dans les documents d'urbanisme pour favoriser à chaque fois qu'on le peut des éléments qui vont être favorables à la biodiversité. Bref, il faut réduire l'intensité des usages pour réduire l'artificialisation et le ZAN, ce n'est qu'un outil parmi d'autres pour prendre cette trajectoire. Par contre, l'affaiblir à ce point, c'est probablement faire un grand pas en arrière. Je propose de donner tout de suite la parole à mon collègue Pierre Chassé. On pourra approfondir les points que vous souhaitez pendant la séance de questions. Pierre Chassé, je suis politiste en post-doctorat à l'Université d'Aix-Marseille. Le but de cette courte présentation, c'était de revenir sur la trajectoire législative et réglementaire du ZAN et revenir un peu sur le détricotage progressif qui est arrivé aujourd'hui jusqu'à la discussion de la loi Trace qui vient remettre en question les objectifs de réduction de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers. Et essayer de recontextualiser cette loi Trace plus généralement pour essayer de comprendre ce que ça nous dit sur l'avenir des politiques de transition. Là, je vous ai mis une petite chronologie des événements depuis l'adoption du ZAN, depuis la loi climat et résilience en août 2021. L'objectif, c'est pas de rentrer dans le détail, c'est surtout de montrer un peu la proactivité des sénateurs et surtout de la majorité de la droite et du centre sur ce dossier du ZAN, avec en bleu un certain nombre d'actions de cette majorité de droite et du centre. Ça passe par la consultation en ligne des élus locaux, ça passe par des auditions, ça passe par des dépôts de propositions de loi, etc. Et en fait, toutes ces revendications de la majorité sénatoriale va trouver un écho particulier du fait d'un contexte favorable au Sénat, notamment depuis juin 2022 et depuis la perte d'une majorité absolue à l'Assemblée nationale et la stratégie du gouvernement d'essayer des alliances avec le centre et la droite pour passer les textes au Parlement. Et donc, les revendications des sénateurs en ce qui concerne le ZAN vont trouver un écho via des circulaires ou via, par exemple, l'adoption de la loi ZAN 2 en juillet 2023, qui est venue déjà assouplir une première fois le ZAN et en fait, enfin, cette loi ZAN 2, bien loin de faciliter la mise en œuvre, on va voir qu'en fait, elle a créé un certain nombre de problèmes. C'est pour ça que je le dirais pas comme Brian, je suis assez peu surpris de la loi Trace et je suis assez peu surpris d'une remise en cause des objectifs parce qu'en fait, la loi ZAN 2 portait déjà en elle les germes d'une nouvelle réforme du ZAN en rendant plus difficile et voire impossible l'atteinte des objectifs de lutte contre la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers. Et c'est pour ça que je parle de détricotage un peu progressif du ZAN. Pour essayer de vous le démontrer un peu, je vais m'attarder sur cette loi ZAN 2 et sur ce qu'elle a fait. Euh, Premièrement, bon, c'est quoi les grands principes du ZAN dans la loi climat et résilience? C'est de fixer un objectif chiffré de réduction de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers d'ici à 2031, donc Brian l'a dit, puis de fixer un objectif de zéro artificialisation nette à partir de 2050. C'est associé de sanctions pour les collectivités en cas de non-respect, donc c'est une certaine forme de contrainte. Et ça se fait, ces objectifs, ils sont fixés et ils sont adaptés à la réalité des territoires grâce à ce qu'on appelle la territorialisation, avec un renforcement du duo région-intercommunalité, avec une territorialisation en cascade. D'abord la région qui va fixer des objectifs infrarégionaux, puis les SCOT, les schémas de cohérence territoriaux, qui vont fixer des objectifs à l'échelle des EPCI et des communes compétentes en matière de planification.
La loi ZAN 2, elle n'est pas du tout venue contester les objectifs de réduction de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers ou d'artificialisation. Elle est venue réformer cette territorialisation en renforçant l'échelon communal, notamment via un dispositif, la garantie communale, sur laquelle je vais m'attarder. Et donc, en privilégiant cet échelon communal, en fait, ça va créer une sorte de fragmentation de la décision et ça va distribuer le foncier selon des critères totalement arbitraires que sont le nombre de communes, et ce qui va rendre compliqué l'atteinte finalement des objectifs chiffrés de réduction de la consommation d'ENAF d'ici à 2031. Euh, je vous ai mis quelques exemples pour l'illustrer. La garantie communale de la loi ZAN 2, qu'est-ce que c'est? La garantie communale, c'est le fait d'assurer à chaque commune dotée d'un document d'urbanisme ou ayant entamé des démarches pour s'en doter avant août 2026, de la possibilité de pouvoir consommer au moins 1 hectare dans la période 2021-2031. Euh, c'est donc cette distribution purement égalitaire du foncier, une sorte de saupoudrage sur l'ensemble du territoire, va de fait affaiblir la territorialisation qui devait pourtant permettre d'assurer la pertinence entre utilisation du foncier qui se fait de plus en plus rare et besoins ou projets politiques des collectivités. Et donc cette distribution, en fait, je vous ai pris trois exemples pour vous montrer en quoi elle affaiblit la territorialisation, en quoi la garantie communale affaiblit la territorialisation. On pourra peut-être y revenir dans les questions, je ne vais pas détailler, mais par exemple, à l'échelle de la région Bourgogne-Franche-Comté, une fois la garantie communale appliquée, la région n'a plus que 29% de l'enveloppe foncière à territorialiser sur les territoires infrarégionales en fonction, par exemple, des dynamiques démographiques ou des dynamiques économiques, ce qui est relativement peu. À l'échelle des SCOT, les exemples sont encore plus frappants. Je vous en ai pris deux, un de la région Bourgogne-Franche-Comté, un de la région Hauts-de-France. Le premier, il ne peut même pas, il n'a même pas assez d'hectares pour appliquer la garantie communale si toutes les communes se dotent ou souhaitent se doter d'un document d'urbanisme. Et le deuxième n'a plus que 2% de l'enveloppe à territorialiser. C'est-à-dire que, par exemple, ça crée des situations où, par exemple, la ville d'Amiens a autant d'hectares quasiment qu'une toute petite ville de 1000 habitants aux alentours. Et donc, ce qui crée des problèmes pour assurer les besoins en termes de foncier d'une ville comme Amiens. Et donc finalement, on a une distribution purement égalitaire de ce foncier, basée sur un critère arbitraire qu'est le nombre de communes. Et donc, ça empêche le développement d'une territorialisation plus stratégique et plus adaptée aux besoins des territoires. Et ça va donc à l'encontre finalement des objectifs initiaux du zéro artificialisation nette. Et ça empêche d'avoir un usage du foncier cohérent avec les besoins. Donc rapidement, pour conclure, je voulais insister sur trois messages en particulier de ce que nous dit justement cette trajectoire législative et réglementaire du ZAN dans le contexte aujourd'hui. Premièrement, c'est le fait qu'aujourd'hui, on a un contexte politique qui est favorable à la majorité sénatoriale et dans une forme de réflexe corporatiste, les sénateurs vont privilégier l'échelon communal dans l'élaboration et la mise en œuvre des politiques publiques, étant donné que c'est leurs principaux électeurs. Et donc, on va vers une municipalisation des politiques publiques. C'est ce qu'on peut voir à travers le ZAN, c'est ce qu'on a pu voir à travers le transfert eau et assainissement, par exemple, sur lequel le gouvernement est revenu également. Et donc, si en soi, favoriser les nationales n'est pas un problème, on peut néanmoins se dire que ça pose un certain nombre de difficultés quand il s'agit de coordonner des politiques de transition et d'assurer la transition de l'ensemble des territoires du territoire. Pardon, la transition de l'ensemble du territoire. Le deuxième point sur lequel je voulais insister, c'est le fait que les reculs environnementaux n'attaquent pas toujours frontalement les objectifs. On voit que finalement là, c'est un détricotage progressif du ZAN à travers une sorte de ruse de la mise en œuvre. C'est ce qu'on peut lire dans la littérature en sciences politiques. C'est des réformes qui appellent à d'autres réformes en rendant plus compliquée en fait la mise en œuvre d'une politique publique. Cette séquence, elle montre aussi une certaine instabilité législative qui a eu des conséquences directes sur le terrain avec des élus locaux qui ne croyaient pas dans la mise en œuvre du ZAN et la mise en œuvre des sanctions à partir de 2031 et qui attendaient justement des réformes à venir. Et enfin, c'est derrière le vocable souvent de simplification, de défense des libertés locales, on peut avoir parfois des reculs environnementaux qui peuvent se cacher à travers derrière ce vocabulaire. Et enfin, le dernier point sur lequel je souhaitais insister, c'est la nécessité, dans un contexte de conflictualité entre l'État et les collectivités, de négocier les contraintes avec les collectivités.
Il y a un certain nombre de revendications du bloc local qui sont tout à fait légitimes, comme celle par exemple d'un manque d'ingénierie sur les territoires ruraux pour faire face à ces enjeux de zéro artificialisation nette, ou encore la difficulté de trouver un modèle économique viable pour le ZAN. Mais cependant, ni la loi ZAN 2, ni la loi Trace, dont les discussions sont à venir, ne fournissent des solutions quant à ces difficultés réelles des territoires, et elles ont préféré prendre le pas de renégocier les objectifs de ces politiques environnementales plutôt que d'outiller efficacement ces politiques publiques pour atteindre leurs objectifs. Et donc, dans un contexte de conflictualité croissante entre l'État et les collectivités, il me semble que la contrainte devrait être négociée et le débat public devrait plutôt se tourner sur les outils pertinents pour atteindre les objectifs de ces politiques publiques plutôt que de remettre en question les objectifs des politiques publiques de transition. Je vous remercie et je vais laisser la parole à Maëlys. Merci beaucoup, Pierre. Maëlys, la parole est à toi. Oui, voilà, vous voyez bien Oui, mon écran? parfaitement, merci. Merci et bonjour tout le monde. Donc pour compléter ce qui vient d'être dit, j'aimerais vous livrer quelques éléments de discussion juridique autour de l'artificialisation et des sols. Et j'insiste en fait sur la scission entre artificialisation et sol, parce que ce qui nous intéresse ici en particulier, c'est comment est-ce que par l'entrée de la politique publique de lutte contre l'artificialisation, eh bien, c'est des mécanismes de préservation des sols qui ont potentiellement été mis en place. Alors, qu'est-ce qu'on observe avec la loi climat et résilience? C'est que un des arguments qui a été invoqué à l'encontre de la mise en œuvre de cette loi, c'est l'effet de surprise. C'est l'idée de dire en 2021, quand la loi climat a été adoptée, on n'était pas prévenu dans les territoires, on n'avait rien vu venir. Or, quand on regarde les documents de politique publique qui ont préparé le zéro artificialisation nette, on s'aperçoit que dès le début des années 2010, et notamment en 2011 avec une feuille de route de l'Europe, il était question déjà de mettre les États membres de l'Union européenne sur une trajectoire du Zero Net Land Take. Donc on était déjà dans la définition d'une politique publique de lutte contre l'artificialisation des sols qui s'appelle le Land Take en anglais. Et le land en anglais, nous on le traduit par artificialisation des sols dans une approche territoriale, mais aussi on crée une forme de confusion avec la dégradation des sols par le land take, donc le changement d'usage des sols, c'est-à-dire l'idée de passer d'un usage naturel agricole ou forestier à un usage autre, urbanisé, ou alors support d'infrastructure, mais aussi support de jardin. Et donc, quand la feuille de route de 2010 a été mise en place et que les États membres ont commencé à réfléchir à comment lutter contre ce land take, eh bien, en France, au début, on n'a pas eu de grande inquiétude puisque depuis le début des années 2000, on connaissait déjà dans le droit de l'urbanisme des outils qui permettaient de lutter contre l'étalement urbain, de densifier l'habitat et sauf que ces outils-là, c'était essentiellement des outils qui portaient une obligation de moyens, où il fallait mesurer la consommation passée pour définir une trajectoire de consommation future, et donc sans grande contrainte, à quelques exceptions près. La loi climat et résilience, elle vient apporter un objectif d'obligation de résultat, c'est-à-dire que désormais on va compter et si le décompte est supérieur à ce qui était prévu, eh bien on va sanctionner, voire geler les autorisations d'urbanisme parce que c'est ce qui est bien prévu par la loi. Et donc c'est là essentiellement que cet effet de surprise intervient, c'est dans le changement de paradigme d'un droit de l'urbanisme qu'on connaissait comme plutôt souple ou arrangeant à l'égard des projets et des documents de planification que l'on va avoir désormais comme un mécanisme de police administrative en plus qui va venir donner des obligations de résultat. En plus de cette obligation de résultat, on voit que notre définition de l'artificialisation, qui n'était pas intégrée dans la loi jusqu'à 2021, va se doter d'une dimension qualitative et c'est là que le sol intervient. Pourquoi? Alors Brian l'a précisé, désormais l'artificialisation des sols, c'est l'altération durable de tout ou partie des fonctions écologiques d'un sol. Si vous remplacez le mot artificialisation par le mot dégradation et que vous lisez
La dégradation des sols, c'est l'altération durable de tout ou partie des fonctions écologiques d'un sol. On se rend compte que ce qu'on a inscrit, nous, dans le droit de l'urbanisme, qui n'est pas un droit de protection des milieux, mais un droit de répartition des activités sur le territoire, une définition écologique qualitative de la dégradation des sols. Donc on crée enfin une vérité qui a été démontrée par Brian d'un point de vue écologique, que artificialiser, c'est aussi créer un impact sur l'environnement et que donc naturellement, cet impact doit être pris en compte et intégré dans une démarche d'évitement, de réduction, voire de compensation, et c'est là que le net arrive. Donc ce qui est important dans la loi climat et résilience, c'est à la fois sa force de doter le droit de l'urbanisme d'une dimension qualitative, mais aussi sa faiblesse de créer des tensions entre un droit de l'urbanisme qui doit arbitrer entre différents enjeux d'aménagement, dont celui de la préservation des milieux, et un droit de l'environnement qui, lui, a pour finalité exclusive la préservation du milieu. Il a été question de l'étude d'impact. L'étude d'impact, c'est un document fondamental pour la planification de l'urbanisme désormais et qui permet d'apporter à la connaissance l'ampleur des dégradations qu'un projet ou un document de planification va avoir sur le milieu. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que jusqu'à présent, les études d'impact comportaient très peu de données qualitatives sur les sols et qu'on allait se contenter d'expliquer que, par exemple, une zone d'aménagement concerté faisait tant d'hectares et que donc l'impact sur le sol, mais ça serait plutôt l'impact sur la surface, allait être de tant d'hectares. On ne se rendait pas compte de ce que le projet allait avoir comme impact sur les fonctionnalités des sols et donc sur la santé du sol. Et donc ce que la loi climat et résilience, si elle arrive à être mise en œuvre dans toutes ses dimensions quantitatives et qualitatives, est fondamentale pour amorcer une politique publique plus générale sur la dégradation des sols. C'est là aussi donc que les tensions apparaissent, c'est qu'on s'est arrêté à ce volet artificialisation, alors qu'il aurait été question de mettre en place une politique plus large sur la prise en compte de l'ensemble des impacts que l'on peut avoir sur le sol et non pas uniquement sur son artificialisation. Et là, donc, on voit que cette avancée crée des tensions, et ces tensions, en fait, elles sont classiques lorsqu'on étudie les règles juridiques qui s'appliquent de près ou de loin aux mesures de protection des sols, qu'il s'agisse de mesures de droit de l'environnement, de mesures du droit rural, donc sur les pratiques agricoles, ou de mesures liées au droit de l'urbanisme. Ce sont des arguments que l'on a pu observer, par exemple, en 2016 pour la loi biodiversité, lorsqu'il avait été question d'intégrer les sols au titre du patrimoine commun de la nation. Une lecture des débats tant à l'Assemblée nationale qu'au Sénat, mais aussi les arguments du gouvernement pour défendre ou au contraire retirer un amendement, portent toujours autour de trois arguments qui ont déjà un petit peu été abordés dans l'intervention précédente, c'est-à-dire que protéger les sols est essentiellement considéré comme une atteinte au droit de propriété. Pourquoi? Parce qu'on va considérer que les prérogatives d'un propriétaire sur sa parcelle ne doivent pas être limitées au regard de la protection des sols. Ce qui est complètement inexact d'un point de vue juridique, puisque les limitations au droit de propriété pour préserver la qualité des milieux, que ce soit par exemple la biodiversité, mais aussi la qualité de l'eau, existent depuis des années. Et pour la qualité de l'eau, par exemple, c'est depuis le Code civil de 1804. Également, l'autre argument dès que l'on veut préserver les sols, c'est de dire que cela va aller à l'encontre de l'intérêt des agriculteurs. Vous connaissez les débats actuels. Et ça, ce sont des sujets classiques que l'on a pu voir aussi dans le renoncement de l'intégration des sols au titre du patrimoine commun de la nation. Un des arguments était de dire que, par exemple, les agriculteurs ne pourraient plus exploiter comme ils le souhaitaient. Et enfin, le troisième argument très classique lorsqu'il s'agit de vouloir mettre en place une politique de préservation des sols, c'est de dire qu'il y a toujours une mauvaise échelle d'appréciation et que cette échelle top-down, qu'elle vienne de l'Europe ou de l'État vers les collectivités, est essentiellement
mal perçue, puisqu'on va considérer que le sol, dans toute sa diversité, doit être appréhendé à une échelle locale. Donc le ZAN, en cela, ce n'est pas si surprenant de voir les résistances qu'il rencontre, puisque c'est surtout la question des sols qui est derrière et qui fonctionne hein, finalement du point de vue du débat politique, puisque aujourd'hui, nous ne bénéficions toujours pas d'une politique publique de préservation des sols, alors qu'il existe une politique publique de préservation de l'eau ou de la biodiversité. Alors, quelles sont les conséquences de tout ça? Et ce sera ma conclusion. Donc, on s'aperçoit que dans une dynamique de meilleure communication de la science du sol vers la société civile, eh bien, progressivement, il y a eu un transfert de connaissances de cette communauté scientifique vers la société civile qui, elle, va se saisir des enjeux liés à la préservation des sols. Et on s'aperçoit qu'il y a une multiplication des contentieux, arguant notamment d'une trop grande consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers. Il y a un contentieux très prolifique au niveau de l'office du juge administratif qui va se saisir, lui, de cet argument en sanctionnant des documents d'urbanisme qui seront jugés trop gourmands dans leur consommation d'espace, mais aussi, et là c'est plus embêtant finalement du point de vue de la sécurité juridique, c'est qu'on voit que dans les moyens avancés à l'encontre de projets, se développe un argumentaire autour d'une part de la qualité des sols et d'autre part de la rareté des sols. Vous avez notamment des exemples autour de l'agglomération parisienne, l'abandon du projet EuropaCity sur le triangle de Gonesse, mais aussi les résistances et les manifestations à l'encontre du projet qui a eu lieu sur le plateau de Saclay, où l'on voit que là, on est passé d'un paysage, d'une agriculture assez intensive, avec assez peu d'aménités paysagères et un partage de l'espace quasi inexistant, puisque ce sont des espaces essentiellement à 100% affectés à une activité agricole, eh bien, la société civile se prend possession de cet espace-là pour le protéger en considérant justement que l'on entraîne un territoire dans un processus de raréfaction des sols et qu'en plus de ça, les sols en question visés par le projet relèvent d'une grande valeur agronomique. Donc on voit apparaître des argumentaires de qualité et de rareté, sauf que le droit aujourd'hui étant incomplet sur cette question-là pour mesurer ce que c'est que la qualité du sol au sens de sa bonne santé, de sa fonctionnalité écologique, eh bien, est pris dans des rapports d'expertise qui font que d'un territoire à un autre, on peut apercevoir une grande diversité des décisions qui vont être prises. Donc, il est important, d'une part, de conserver le ZAN, mais d'autre part, de le compléter d'une politique publique plus générale sur la mesure et la préservation de la santé des sols, de l'ensemble des menaces. Voilà, je vous remercie. Donc merci à tout le monde et à très bientôt pour un nouveau webinaire d'expertise climat.